royaume Congo en 1483. Ils rencontrèrent le roi Congo de l'époque et établirent des relations diplomatiques. Les échanges se portaient sur la formation et l'envoi des missionnaires, techniciens et des marchandises portugais au Congo. En retour, le Congo fournissait des esclaves, des matières premières et des tissus en raffia. Mais très vite ces relations commencèrent à se dégrader avec le début de la traite négrière atlantique. En 1526, le roi Nzinga Mamba adressa une seconde lettre au roi du Portugal João III. Chaque jour, les commerçants enlèvent notre peuple, les enfants de ce pays, les fils de nos nobles et de nos vassaux, même des membres de notre propre famille. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre est entièrement dépeuplée. Nous n'avons besoin dans ce royaume que de prêtres et des instituteurs, et non de marchandises, à moins que ce ne soit du vin et du pain pour la messe. Nous souhaitons que ce royaume ne soit pas un lieu de commerce ou de transport d'esclaves. En 1576, les Portugais construisirent le fort de Luanda et s'y établirent. En 1665, ils déclarèrent et égarèrent la tête du Mani-Congo, après la bataille d'Ambuila, laissant place à la guerre civile et la destruction de la capitale Mbanza-Congo en 1678. Sous prétexte de lutter contre la traite, la France occupe la côte gabonaise en 1842, où ils ont fondé le comptoir Fort au Mal. De Brazza partit de cette côte pour explorer l'intérieur de l'Afrique centrale. Il remonta le fleuve Ogoué et crée le poste de Massoukou, qu'il nomme Francheville, qui signifie « ville des affranchis », le 13 juin 1880. Ce nom a ensuite été modifié en Franceville. Il quitta Francheville dès le 25 juin et prit la direction du fleuve Congo pour atteindre le centre du royaume Téké. Reçu à Mbé par Longueuilo Ier, roi Makoko. Ils signèrent le traité qui donna à la France droit de souveraineté sur le territoire où régnait Makoko, le 10 septembre 1880. De Brazza planta le drapeau français à MFOA, l'actuelle Brazzaville, le 3 octobre de la même année. Le roi Makoko qui a la souveraineté du pays situé entre les sources de l'embouchure de l'Efini Nkuna, ayant ratifié la cession de territoire faite par Ngampé pour l'établissement d'une station française et fait, de plus, cession de son territoire à la France à laquelle, il fait cession de ses droits héréditaires de suprématie, désirant, en signe de cette cession, arborer les couleurs de la France, je lui ai remis un pavillon français, par le présent document, fait en double, et revêtu de son signe et de ma signature, donné acte des mesures qu'il a prises à mon égard, en me considérant comme le représentant du gouvernement français. Ne négligeons pas de saisir l'occasion qui se présente de nous emparer, à peu de frais, d'un immense débouché qui alimentera notre navigation et notre industrie. En dehors des richesses qu'on peut tirer, dans l'avenir, du travail de cette population indigène et de la fertilité du sol, le temps a accumulé, sur les rives de cette mer intérieure, des trésors qui peuvent entrer en exploitation du jour au lendemain. Mais les principaux résultats de notre dernière exploration ont été, 1 degré la découverte de la route vraiment praticable, celle du Nyari qui aboutit précisément à notre station de Ntamo, Brazzaville, clé du Congo intérieur. La conclusion du traité en vertu duquel le roi Makoko a mis cette clé entre nos mains. Ainsi nos efforts n'ont pas abouti simplement à établir la priorité de nos droits et de nos découvertes, mais ils nous ont valu une situation tout à fait privilégiée, au double point de vue politique et économique. Le 12 mars 1883, le lieutenant Robert Cordier obligea le roi du Luongo sous la pression militaire à signer avec lui un traité de protectorat à Punta Negra, aujourd'hui Pointe-Noire. Les rivalités entre les Européens amenèrent ces derniers à organiser une conférence à Berlin pour se partager l'Afrique. La conférence se déroula du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. À la fin de cette conférence, la France possédait des territoires, du nord au centre de l'Afrique. Dans ces colonies, il instaure le régime de l'indigénat. Les populations sont sujettes au travail forcé ou travail public obligatoire. Ils doivent payer l'impôt de capitation, présenter des laissez-passer administratifs. Le journaliste d'investigation français Albert Londres écrivait dans son livre « Terre d'ébène, le drame du Congo-Océan »« J'ai vu construire des chemins de fer, on rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici, que du nègre. Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue, pourquoi pas l'explosif aussi ? Épuisés, maltraités par les capitas, blessés, amaigris, désolés, les nègres mouraient en masse. Les autorités locales étaient sans pouvoir et sujets à des humiliations comme ce fut le cas du Malongo Moepoati II, condamné à 18 mois de prison et 5 ans d'interdiction de séjour dans son royaume. Le successeur de Longueuilo Ier, accusé de forfaiture, fut déporté de Mbé à Brazzaville où il mourut d'inanition. Martial Merlin écrivait en 1909 « Tous les chefs doivent être des collaborateurs subordonnés et non des potentats en tutelle. Les chefs n'ont aucun pouvoir propre, il n'y aura pas deux autorités dans le cercle, l'autorité française et l'autorité indigène, il n'y en aura qu'une. Seul le commandant de cercle commande, seul il est responsable. Le chef indigène n'est qu'un instrument, un auxiliaire. En AEF, les indigènes deviennent très vite synonymes de sauvages, d'attardés, de non-civilisés. Les races inférieures, ceux envers qui les races supérieures ont une mission sacrée de civilisation. Jules Ferry disait dans son discours devant la Chambre des députés, le 29 juillet 1885, « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Plusieurs se sont révoltés contre la pénétration et l'administration française. Résistance de Mayama, Haute-Sangha 15 juillet 1892. Une embuscade tendue à l'avance un peu plus loin me montrait toute la finesse dont les indigènes sont capables. Elle me forçait à ouvrir les hostilités plus tôt que je n'aurais désiré.
Une première opération qui durait 3 jours et où Ngouachobo conduisait en personne environ 300 guerriers amena la destruction complète des villages dépendant directement de Bafio. Une deuxième opération durait également 3 jours. Résistance par Mabiala Maganga, chef d'un territoire angala, qui s'opposa par la force à l'administration coloniale française en 1896. Il fut à la dynamite dans une grotte après plusieurs jours de lutte. Sa tranchée fut exhibée de village en village. Mipanzu, Bouetambongo, farouchement opposé aux corvées de portage et au travail forcé, se révolta. Il tomba sur le champ de bataille le 11 novembre 1898. Résistance des Kaka, du village Owando, Fort Rousset, dans la Cuvette, département de naissance du président Ngwabi. Le Mwene Mwetsege Akwa du village Makwa, qui est mort en déportation à Lukelela, s'était farouchement opposé à l'occupation coloniale. À partir de 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, les mouvements de contestation commencèrent à s'accentuer au Moyen-Congo avec la naissance du nationalisme, les mouvements religieux de Simon Kibangu, de la Ciséphirin, et le mouvement intellectuel d'André Matsoua, l'amicalisme fondé le 17 juillet 1926 à Paris. L'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française d'André Matsoua dénonce l'indigénat et se prononce pour l'émancipation et l'accès aux libertés. Matsoua mourut le 13 janvier 1942 dans la prison de Mayama. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, De Gaulle fonde la France libre, Brazzaville en est la capitale. Il publie le manifeste de Brazzaville et rallie les troupes des colonies pour la libération de la France. Du 30 janvier au 8 février 1944, il organise la conférence de Brazzaville pour discuter sur l'avenir des colonies. Il n'y aurait aucun progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Déclare De Gaulle. Le Moyen Congo sous la 4e République devient un territoire semi-autonome avec la loi cadre du 20 juin 1956 qui supprime le code de l'indigénat et autorise la création des partis politiques en favorisant l'africanisation des postes. Les premiers partis qui voient le jour au Congo sont à caractère tribal, chaque parti était essentiellement composé des membres du même tribu. L'abbé Fulbert Youlou de l'Union pour la défense des intérêts africains, Oudia, est élu maire de Brazzaville. Stéphane Tchichel, membre du parti progressiste de Félix Tshikeya, est élu maire de Pointe-Noire. Jacques Opongo, leader du mouvement socialiste africain, MSA, est élu vice-président du conseil de gouvernement, il forme le premier gouvernement congolais de 10 ministres. Jacques Opongo fut ainsi le tout premier Congolais chef du gouvernement, l'abbé Fulbert Youlou y assume les charges de ministre de l'Agriculture. La République du Congo est proclamée le 28 novembre 1958, l'abbé Fulbert Youlou devient Premier ministre. Le 8 décembre, il décide de transférer la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. Le 16 février 1959, une guerre civile en Brazzaville. L'abbé Fulbert Youlou est élu président de la République le 15 août 1960, le Congo recouvre son indépendance. Le mandat du président Youlou est brutalement interrompu le 15 août 1963, à la faveur d'un mouvement syndical estudiantin et militaire, récupéré par des révolutionnaires autour d'un coup de force appelé « Révolution des 13, 14, 15 août » ou encore « Les Trois Glorieuses ». Alphonse Massamba-Déba, ex-ministre du Plan, est choisi pour prendre la tête du gouvernement provisoire, candidat unique, il est élu président de la République en décembre 1963. Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Il crée le parti unique MNR dans le but d'unir le peuple. Le MNR en tant que parti politique révolutionnaire visait la transformation de la société en vue de la construction d'une société socialiste. Le parti mit l'accent sur l'éducation et la santé. Il se rapproche de la Chine et de Cuba. Sur le plan économique et social, le parti mène une gestion saine. Le Congo connaît un début d'industrialisation et le niveau de vie des Congolais s'améliore. Le taux de scolarisation du pays devient le plus élevé de l'Afrique noire. Le Congo organise les premiers Jeux africains de l'histoire en 1965. La République sous le MNR avait fait des avancées qui peuvent toujours servir de modèle. En 1965, l'assassinat des hauts fonctionnaires de l'État, Lazare Matsokota, Anselme Masouémé et Joseph Pouabou marque le début d'une longue série d'assassinats politiques. En 1966, le Premier ministre Pascal Lissouba démissionne, il est remplacé le 26 avril par Ambroise Noumazalaï.
Massamba Déba démet Ambroise Noumazalaï et assume lui-même la fonction de Premier ministre. Il fait arrêter le capitaine Gouabi et démissionne de ses fonctions le 4 septembre 1968 à la suite d'un coup d'état militaire. Le 5 septembre, le capitaine Alfred Raoul assume les charges de chef de l'État. En décembre, l'acte fondamental est modifié, le CNR devient l'organe suprême de l'État et le commandant Marian Gouabi chef de l'État. Massamba Déba, traduit devant la cour révolutionnaire, est acquitté en novembre 1969, il se retire à Boko, sa région d'origine. Du 29 au 31 décembre, Marian Gouabi fonde le Parti congolais du travail, un parti unique et de classe ouvrière, un parti d'avant-garde, d'idéologie marxiste-léniniste. Sa devise est « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ». Le pays adopte une nouvelle constitution le 30 décembre, le nom de l'État est changé en « République populaire du Congo », l'emblème, la devise et l'hymne national y sont également modifiés. À l'opposé de ses prédécesseurs, le président Gouabi n'occupe pas le palais du peuple, il préfère demeurer au cœur de l'état-major des forces armées, aujourd'hui musée Marian Gouabi. Sportif à ses heures de détente, il aime jouer au ping-pong et au football avec des militants. Il pratique la course de fond et la natation. Et, comme tous les paracommandos, il reste attaché aux exercices physiques militaires. Son violon d'Ingres demeure incontestablement les sciences physiques qui le passionnent. Il continue à étudier à ses heures creuses, se soumettant même à la discipline de passer les examens universitaires. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies en énergie solaire, DEA, de l'université Marian Gouabi en 1977. Il échappe d'un accident d'hélicoptère le 29 mars 1976 vers le district de Makua. Il est présent sur les chantiers pour donner l'exemple à une société qu'il veut voir tendue vers le travail, la connaissance et la culture. Il rompt les relations diplomatiques avec Israël et soutient sans marchander les causes des peuples en lutte contre le colonialisme, la Palestine, le Vietnam, le Cambodge, la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie. Il gracie Bernard Kolela, condamné à la peine de mort suite à sa tentative de coup d'État. Mais le militaire que je suis m'interdit d'ôter la vie à celui qui n'a plus ses armes et s'est rendu, les mains en l'air. Le président Gouabi rompt les relations diplomatiques avec Kinshasa suite à l'affaire du révolutionnaire Pierre Mulele. Sur le plan économique, il nationalise la SIAN et la TEC, l'Agence transéquatoriale de communication, et remet en cause les accords de coopération avec la France. Il crée les sociétés Elf Congo et Agip Recherche Congo pour la prospection et l'exploitation pétrolière. Le 23 mars 1970, le lieutenant Pierre Kiganga, un ancien officier de l'armée congolaise du bataillon des parachutistes, tente un coup d'État qui se solde par un échec, après avoir pris possession de la radio nationale. Tous les membres du commando installés dans les locaux de la radio furent abattus et leurs corps exposés au public devant l'immeuble de la radio. Le capitaine Augustin Poignet, lui aussi impliqué, parvient à se sauver vers Kinshasa. Le président Marian Gouabi dénonce l'implication de la CIA et du président Mobutu Sese Seko dans le putsch. En juin 1970, c'est la signature, sur le fleuve Congo, d'un manifeste procédant à la normalisation progressive des relations entre le Zaïre et le Congo. Nous, lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, commandant Marian Gouabi, devant l'histoire et devant les hommes, nous nous engageons solennellement à mettre tout en œuvre pour sauvegarder et consolider la paix et la coopération entre les deux Congos, afin d'assurer la coexistence pacifique entre nos États, pour une meilleure compréhension et pour l'amitié indéfectible et permanente de nos peuples frères. Le 23 novembre 1971, le président prononce un discours sur la place de la Liberté, dénonçant la formation de groupes au sein du parti et proposant à la base la révision des mandats. Le lieutenant Diawara, alors ministre du Développement chargé des eaux et forêts, dénonce l'embourgeoisement ainsi que la corruption. Il est le concepteur du néologisme obumitri, oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste. Le 22 février 1972, il tente un coup d'État contre le président Gouabi qui le conduira au maquis à Goma Tsetse où il écrira l'autocritique du M22, mouvement du 22 février. L'échec de ce coup conduisit à l'arrestation de Franklin Boukaka, Prosper Matumpa Polo et Ili Tsou devant le lycée Savorgnan de Brazza. Ils seront exécutés sommairement dans la nuit du 24 au 25 février 1972. La révolution mangeant ses propres fils. Le tribunal révolutionnaire requit 22 condamnations à mort, de nombreuses peines d'emprisonnement. Le président Marian Gouabi utilisa le droit de grâce qui lui était reconnu dans l'article 46 de la Constitution du pays en annonçant que tous les condamnés à la peine de mort ne seront pas exécutés. Leur peine était commuée en détention à perpétuité. Sur l'affaire Diawara, le président Marian Gouabi déclare le 22 mai 1972 « Diawara nous entend, il sait que la réaction s'active. Si Ange Diawara est sincère, tout au moins, s'il possède encore quelque chose de révolutionnaire, ou simplement de militant africain, alors qu'il se rende. Garant de la Constitution nationale, je saurai sauvegarder sa vie et celle de son groupe. Il faut donc dans un délai d'une semaine, du 21 au 28 mai que Diawara se rende avec son groupe. Mais si Ange Diawara me trompe, alors en tant que commandant en chef de la vaillante armée populaire nationale, je ferai la guerre à Ange Diawara et cela sera dommage. » L'entreprise du M22 se termine le 24 avril 1973 avec la capture puis l'exécution des maquisards aux environs des chutes de la rivière Loufulakari au sud-est de Brazzaville. Pour faire croire qu'ils étaient morts au combat.
Les cadres de Ange Diawara, Ikoko et Bakekolo sont promenés à travers Brazzaville et exhibés au cours d'un meeting populaire tenu au stade de la Révolution. Camarades congolais, depuis la défense civile, le corps que nous avons devant nous, qui a mal lu Che Guevara, qui a mal lu les œuvres de Marx et de Lénine, a constamment trompé le peuple. En tout cas, Diawara et Ikoko ont bel et bien trahi la révolution car ils se sont trouvés dans des lieux où la révolution congolaise n'aurait jamais pensé qu'ils se trouveraient un jour. Ces gens ont trahi la révolution, ils sont passés de l'autre côté, ils sont abattus comme Kiganga, donc comme un chien enragé. Voilà la fin de l'aventure de Diawara. Gare aux aventuriers qui, demain, recommenceront la même scène, ils finiront par la même chanson. Tous ceux qui, comme Diawara, auront à prendre les armes et à troubler les paisibles populations, auront une fin semblable à celle de Diawara que voilà. Le putsch avorté du 22 février 1972 emporta, dans les procès et dans les incarcérations, la quasi-totalité du comité central du parti et une bonne partie des militants de la base du PCT, ce qui entraîna la convocation en décembre 1974 d'un congrès extraordinaire, qui renouvela les instances et reconduisit Marien Ngouabi à la tête du parti. En 1975, le PCT organise pour la première fois une conférence des entreprises publiques qui reconnaît officiellement l'échec du programme triennal au début de son exécution, ainsi que le gouffre financier généré par les entreprises d'État. Le comité central du PCT déclare l'échec de la révolution dans une déclaration dite déclaration du 12-12-1975. En 1977, le président Marien Ngouabi, en difficulté, procède à des consultations politiques avec les cadres politiques du M22, l'ancien président Alphonse Massamba Deba qui lui avait adressé une lettre, le clergé catholique, cardinal Émile Biéyenda, plusieurs personnalités congolaises et cadres. Sentant venir le danger, le complot qui se tramait contre lui, il fait une déclaration prémonitoire à l'occasion de la fête des femmes, le 8 mars à l'hôtel de ville de Brazzaville. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Le 18 mars 1977, il est assassiné dans sa résidence en pleine journée. Alors que les troupes étaient en état d'alerte maximum sans que les assaillants ne soient ni maîtrisés, ni formellement identifiés. Dès la mort du président Ngouabi, un comité militaire du parti est institué. Le CMP monte une commission d'enquête et une cour martiale qui condamne l'ancien président Massamba Deba et plusieurs membres de la garde présidentielle. Le président Massamba Deba sera sommairement jugé par une cour martiale puis exécuté. Son ancien premier ministre, Pascal Lissouba, lui aussi arrêté, sera condamné à mort, une peine qui sera commuée en détention à perpétuité. Il sera libéré 2 ans plus tard. Quelques jours après la mort du président Ngouabi, le cardinal Émile Biéyenda sera également assassiné. Après son assassinat, le président Ngouabi est l'objet d'un culte étatique gloire immortelle au président Marien Ngouabi, fondateur du PCT. Sa dépouille inhumée à l'état-major sera exhumée en toute discrétion pour être réinhumée à Ouando.